Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette pénultième édition de La Méridienne, votre point d'actualité quotidien sur le C-Space. Aujourd'hui, une émission un peu particulière car nous avons la chance de recevoir Ursula Agnakou du CNES. Bonjour Ursula. Bonjour Valentin et bonjour à tous. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton poste au CNES? Alors, je suis sous-directrice adjointe à la préparation du futur pour les transports, pour le transport spatial. Alors, le transport spatial, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous appelez communément les fusées. Donc, dans les fusées, il y a bien entendu les lanceurs Ariane et Vega. On a eu une très belle démonstration d'ailleurs mardi du premier lancement d'Ariane 6. C'est J'espère vrai. que tout le monde l'a vu. Encore félicitations d'ailleurs pour ce lancement. On l'a vu, nous, on avait une retransmission ici en direct et ça a été très apprécié. Donc voilà, donc cette direction, elle comporte à la fois un petit peu tout ce qui a fait le succès d'Ariane 6 et notamment ces installations sol, ces magnifiques installations sol qui sont vraiment un bijou de technologie. Mais également tout ce qui est préparation du futur, hein, c'est plutôt mon travail, hein, la partie préparation du futur. Dans la préparation du futur, on va traiter des futurs systèmes de lancement, c'est-à-dire ce qui va aller après Ariane 6. Notamment aussi toutes les technologies liées à la réutilisation des étages, que ce soit le premier étage d'une fusée ou l'étage supérieur, mais également tous les véhicules qui sont en orbite et qui vont traiter des aspects de mobilité orbitale et notamment les capsules. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur à quoi ressembleront les vecteurs du futur? Est-ce que ce sera toujours des fusées ou est-ce que, comme on sait qu'il y a eu existé à une époque des navettes, est-ce qu'il y a des projets qui sont complètement différents, des vecteurs totalement différents, ou est-ce que ça s'achemine vers une fusée nouvelle génération? Alors, on travaille sur des projets de fusées nouvelle génération. Et ces nouvelles générations, elles ressemblent beaucoup à ce que l'on a ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Il n'y a pas de modification profonde de la forme d'une fusée. On garde ce qui marche bien. Par contre, on va utiliser différents types de véhicules. Les véhicules pour les petits satellites, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus avec la miniaturisation des technologies, on se retrouve avec des satellites de plus en plus petits. Auparavant, ce qui était très commun, c'était les satellites de très gros format avec plusieurs tonnes de charges utiles à emporter. Là, actuellement, on est sur des formats de plus en plus petits avec des satellites qui tiennent dans une boîte à chaussures et prochainement des satellites qui ressemblent aussi à des CubeSats. Ça, on en a déjà. Donc, on adapte la taille de nos fusées pour avoir des petites fusées. Et donc ça, c'est tout le projet qui est lié à l'ensemble de lancements multi-lanceurs qui est en train de se construire au Centre spatial guyanais et avec des fusées privées qui vont s'y installer et qui sont des petites fusées. Mais on travaille également sur de la grosse propulsion pour emporter les futurs astronautes européens. Alors c'est très intéressant, tu parles effectivement de différents gabarits de fusées en fonction de la charge utile emportée et finalement c'est exactement le même concept que ce qu'on a au C-Space avec les mini-fusées et les fusées expérimentales qui sont de 2 gabarits différents. Le C-Space, c'est du coup un événement qui tient à cœur, à tous les jeunes, à tous les participants. Je crois que toi c'est ton deuxième, c'est ça? C'est mon deuxième, tout à fait. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance de cet événement pour le CNES? On rappelle que c'est la 61e édition du C-Space cette année, avec un partenariat historique entre Planète Science et le CNES. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup des enjeux pour le CNES de ce concours, de cette campagne? Alors, pour vous parler des enjeux, je vais peut-être utiliser une image. Donc, en ce moment, donc c'est l'année des Jeux Olympiques à Paris. Et ce qui marque le début de l'entraînement et des Jeux Olympiques, c'est la flamme olympique. Et ben, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici au Safe Space. C'est beaucoup une transmission des anciens, parce qu'il y a beaucoup d'anciens du CNES et des systèmes et du transport spatial qui viennent ici au Safe Space, notamment au cours de cette journée, la journée VIP. Et il y a cette espèce de transmission
entre les personnes un peu plus anciennes et les jeunes, la nouvelle génération d'ingénieurs qui seront les ingénieurs du futur qui feront aussi le nouveau transport spatial de demain. Donc c'est cette flamme-là qui est entretenue au sein de ce C-Space qui permet ce croisement de générations. Et on voit bien qu'au C-Space, il y a à la fois des tout jeunes, hein, j'en ai croisé un de 8 ans qui était assez impressionnant, et puis des plus anciens, des retraités du spatial. C'est vrai qu'il y a souvent, en fait, c'est un petit peu ici au C-Space qu'on trouve la nouvelle génération des ingénieurs que tu auras peut-être sous tes ordres dans quelques années au CNES pour les vecteurs du futur. Alors, on trouve des passionnés, bien sûr, d'aérospatial, aussi bien chez les participants que parmi les bénévoles, des gens hautement intéressés par cette technologie. Donc, je vous propose de découvrir l'interview de Clara, qui est notre responsable temps de club ici au C-Space, qui est donc une passionnée comme nous tous d'aéronautique et d'aérospatiale. Elle va nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste son rôle sur la campagne. On se retrouve juste après cette petite vidéo. Et je suis responsable navette et responsable temps de club. Alors, ce que je fais, c'est que je permets au club d'arriver en zone de lancement pour qu'ils puissent faire les derniers préparatifs sur leur fusée, et aussi pour qu'ils puissent en fait prévenir qu'ils sont sur la zone prêts à être lancés. Alors nous, on accueille les minifs ainsi que les fusex qui partent à différents endroits après, et ça c'est aussi mon rôle de les envoyer au bon endroit. Ça fait déjà 4 ans maintenant que je reviens au C-Space, toujours en tant que bénévole. Après, j'ai eu plusieurs postes et c'est toujours un plaisir vraiment de revenir. C'est vraiment une aventure d'une semaine, c'est intense. On voit des très beaux projets, des clubs qui sont motivés et ça, c'est vraiment très chouette. Donc, voir un peu aboutir les projets d'une année complète, c'est quand même assez incroyable. Donc, qu'ils soient bons ou mauvais, de toute façon, on en garde toujours des bons souvenirs finalement. Alors, ce témoignage intéressant de la part de Clara, qu'on remercie de s'être prêtée à l'exercice de l'interview, nous en apprend un petit peu plus sur les coulisses du C-Space, notamment tout ce qui se passe pour accueillir les fusées et les projets avant qu'ils viennent lancer. C'est évidemment un travail qui est très important. Ce qu'on peut souligner également, qui n'apparaît pas forcément dans la vidéo, c'est que c'est un poste qui nécessite bien sûr d'avoir les connaissances et des compétences tout à fait précises pour aider les clubs à débugger leurs projets, à les faire marcher. Donc Clara qui remplit ce rôle avec brio depuis maintenant 4 ans, et qui est passionnée d'aérospatiale et finalement inspirante à plus d'un titre pour toutes les futurs ingénieurs et futures étudiantes dans le domaine de l'aérospatial. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Clara sera peut-être l'une des nombreuses personnes qui ont monté leur société du New Space en France, parce que beaucoup sont passés par le C-Space. Donc peut-être que Clara est justement fait place de figure de ce côté-là. Et puis en plus, elle est l'une des rares représentantes du sexe féminin ici. Il y en a quand même de plus en plus. C'est quelque chose qui était assez rare et qui est assez rare de voir des femmes se tourner vers des carrières scientifiques et techniques. Et Clara, je pense que c'est un beau modèle à suivre de ce côté-là, parce que j'ai cru comprendre qu'elle aidait quand même pas mal à débugger un certain nombre de situations observées par les différentes équipes. Donc elle vient aussi en support technique à ces équipes. Et on voit là que finalement, ça fait partie de la richesse de ce C-Space que de croiser les mondes. Et c'est pas réservé qu'aux hommes, voilà. Et Clara, c'est un bel exemple, je trouve. Oui, tout à fait. Tu soulignais tout à l'heure qu'il y avait effectivement de plus en plus de filles dans les sciences et dans des organisations, des concours comme celui-ci. En fait, il n'y en a pas assez. C'est sûr. Il n'y en a pas assez et de plus en plus, c'est peut-être un peu galvaudé. Il ne faut pas que les femmes et les jeunes filles se sentent empêchées d'aller vers ces carrières-là parce que nous ne sommes pas assez nombreuses. Je pense qu'on a de beaux modèles avec Claudie Aigneré dans un premier temps qui a fait un très très bon modèle, en tout cas pour les ingénieurs de ma génération. Mais maintenant, on a aussi Sophie Adno qui va être la prochaine femme astronaute qui va représenter la France. Et ça, je pense qu'il faut que les jeunes filles se rendent compte qu'elles aussi, elles peuvent accomplir ce type de rêve-là. Ce n'est pas réservé qu'aux garçons, bien entendu.
Bien entendu, et alors je pense que c'est justement avec ce genre d'événement, et notamment avec une journée VIP où on met en valeur effectivement tous les aspects, toutes les compétences et tous les profils possibles, qu'on peut vraiment inspirer des vocations pour qui que ce soit. Et je pense que c'est une des forces de cet événement. C'est peut-être aussi pour ça que le CNES y tient particulièrement, pour inspirer avec Planète Science, dont le cœur de métier est également faire de l'éducation scientifique et d'inspirer des jeunes générations. Et je pense que c'est un aspect important aussi qui fait que ce partenariat dure depuis aussi longtemps. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, dans les rangs du CNES, il y a de nombreuses personnes qui ont participé au Safe Space. Et dans les rangs des sociétés du New Space, j'ai envie de dire que quasiment 100% de ces sociétés ont été créées par d'anciens du Safe Space, en tout cas dans le domaine du transport spatial. En effet, et je pense que c'est d'ailleurs l'heure d'accueillir une autre membre très talentueuse de notre équipe technique. Vous l'avez sûrement déjà reconnue, il s'agit de Sophie pour sa chronique de la Gazette quotidienne, car nous avons bien entendu, je le rappelle, une Gazette qui est éditée chaque matin, qu'on peut trouver au réfectoire, pour discuter un petit peu des principaux points de la veille qui se sont passés durant la campagne. Et donc Sophie va nous en faire profiter via un débrief bien senti. Tout à fait, Valentin, merci beaucoup. Ursula, je vous ai donc donné l'exemplaire du jour, si vous voulez le feuilleter. C'est donc la Gazette de ce jeudi 11 juillet 2024. Moi, ce sera la dernière revue de presse que je fais, puisque je dois malheureusement partir dès ce soir. Mais on va la passer en revue ensemble et vous en aurez encore une édition demain. Et ça commence avec un petit édito qui rappelle un peu les lancements nocturnes qu'on a pu voir hier, qui étaient magnifiques, parce qu'on avait un ciel semblable à celui-ci. Il y avait des étoiles superbes. On a eu un balistique, malheureusement, et un beau lancement nominal qui a été conclu par une étoile filante qui est arrivée pile poil à la fin. C'était extraordinaire. Mais ouais, on l'aurait planifié, ça ne serait pas arrivé. C'était vraiment très très beau à voir. Toutes les photos de ces lancements sont bien sûr à retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram. J'en parle parce qu'on les met exprès pour les partager au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à aller voir ces photos et à les partager si elles vous plaisent. Au programme de cette journée, tu l'as dit Valentin, c'est la journée officielle, la journée VIP, même si c'est un terme qu'on utilise plus ou moins, qui a commencé à 9 h et qui a vu accueillir plein de beau monde. Et toutes ces personnes vont pouvoir voir des lancements aussi cet après-midi, ici, là où on est, en zone publique. À midi, c'était la fin des contrôles. On salue les contrôleurs et tout leur boulot. Mais bon, il y a un moment, il faut arrêter de qualifier des fusées parce qu'on ne va pas pouvoir les lancer indéfiniment. Donc fin des contrôles, bravo à vous les contrôleurs. Maintenant, vous pouvez vous reposer, je ne sais pas, il y a encore des rangements à faire. À 13 h la méridienne, c'est bon, là on est au rendez-vous. Et à 14 h, juste après l'émission, il y a un lancer de ballon atmosphérique. C'est généralement assez impressionnant à voir parce que c'est quand même vachement gros, un ballon atmosphérique. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il s'agit du ballon de l'équipe que nous avons interviewé hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez certainement suivi les péripéties lors de la réalisation de leur projet. Et je vais même rebondir sur ton rebond, puisque cette émission a été disponible en replay sur Twitch et sera disponible très prochainement sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. On continue avec les résultats de la veille. Il y a eu 14 lancements en tout, beaucoup de minifs. Parmi ces 14 lancements, 11 lancements ont été nominaux. Bravo à toutes les équipes qui ont réussi. C'est un beau score, non ? C'est un très beau score. En tout cas, moi, je trouve ça assez impressionnant. Sans oublier les 2 minifs qui ont été lancés donc, à l'occasion du vol de nuit, qui ne sont pas dans ce décompte, dont la Disco Rocket, la minif de l'ICAM Strasbourg, qui a donc été lancée avec succès et qui a mis l'ambiance. C'était assez beau à regarder. C'est vrai que la boule à facettes dans la mini-fusée, c'est la première fois que je voyais ça en 11 ans de Safe Space. C'était, je pense, une riche idée. Pour bien lire le témoignage du jour, quand vous tournez la page, il faut imaginer la voix d'Octave, 12 ans, qui apparaît sur la photo, qui est un petit bonhomme qui parle très vite, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, et qui est accompagné par Florian, qui est son copain, qui là n'était pas là pour la photo, mais la photo avec les 2 garçons sera disponible dans la version numérique. Et donc, ces 2 enfants de 12 ans ont fait une minif qui s'appelle TO 7.1. Elle a été lancée juste avant cette émission. J'espère que vous avez pu la voir en live. Elle a fait un merveilleux vol nominal, donc bravo à eux. Ah, fantastique, bravo, mais on est 12 ans. Non, mais je ne veux pas me rendre compte. Moi, à 12 ans, je ne faisais pas ça du tout. Non, moi, à 12 ans, je mangeais de la terre. Pas à ce point-là, mais... Et il y en a d'autres qui font décoller des minifs avec succès. Juste en dessous, le mini-jeu qui donne du fil à retordre à certains. Un petit mot croisé de l'espace qui, bien sûr, a un rapport avec le Safe Space. Alors, je donne un petit indice pour ceux qui galèrent et qui veulent le compléter. Le numéro 4, sans moi, vous ne passerez pas les contrôles, c'est stabilité. Voilà, ça vous donne déjà 2 petites lettres pour trouver le 1 et le 2. Bon courage.
Et je conclus cette chronique avec un petit point sur les chiffres, puisque je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un superbe compte Instagram. Hier, j'étais en train de faire des pieds et des mains pour dire il faut peut-être atteindre la barre des 400. On l'a atteinte. On l'a tellement atteinte qu'on est presque près des 500 en moins de 24 heures. Merci beaucoup, bravo à vous. C'est le pouvoir de motivation. Tu ne veux pas proposer un but à 800 là, pour demain? Mais peut-être que d'ici la fin du C-Space, on peut atteindre les 1000, pourquoi pas, autant rêver. Je pense que ça se fait. En tout cas, 500, c'est presque autant que la population du village de mes voisins en Eure-et-Loire. Et je le cite parce que c'est Thomas, qui est un membre de l'équipe juste là en régie, qui vient de mes voisins. Donc bravo aux mévoisinoises et mévoisinois. J'espère que je prononce bien leur nom. Encore un gentilé bien senti à connaître. Je vais m'efforcer de le retenir. Et ça fait un big up à toutes les petites communes. Oui, tout à fait. Les communes rurales qui sont la vie de nos campagnes. Voilà. C'est la fin de ma chronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour cette petite chronique. Alors, Sophie en a parlé, notamment les résultats de la veille. Il y a quand même autant de nominaux. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux, en tout cas, des jours de la campagne. Et on avait commencé avec des résultats qui étaient... Il y avait pas mal de balistiques au début. Là, la barre se redresse. Donc, on se rend compte que les projets sont de plus en plus aboutis et les jeunes maîtrisent de mieux en mieux la fabrication. Je vous propose du coup de regarder une petite vidéo sur comment est-ce qu'on lance une fusée. C'est les différentes étapes. Ça va vous éclairer un petit peu sur ce qu'il y a derrière. On se retrouve juste après cette petite vidéo. 5, 4, 3, 2, unité, liberté. Alors, je m'appelle Charlotte et mon projet c'est DuckDuckBerry. J'ai très peur, mais je pense que ça va le faire. J'ai confiance. Allez, ça va le faire. Là, tu vas venir en buter, là, tu vois, sur les parties métal. C'est trop serré. Non, nous ça va. Une bien belle vidéo, très instructive. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Ursula. Elle est exceptionnelle, cette vidéo, parce qu'elle permet à tous ceux qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui de vivre un petit peu ce que c'est que le lancement de fusées et de Fusex, d'être directement sur le terrain. Bon, ils n'ont pas cette ambiance qu'on peut ressentir quand on est ici, à la fois la pression, la tension que vous ressentez, parce que j'ai vu un petit peu les zones de contrôle et on voit que ça s'active pas mal. Et puis arriver ici, cette tension qui monte à son extrême et ensuite le lancement, quoi. Exactement. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, sur la tension, les gens dans le chat sont un petit peu tendus. On demande combien il reste de fusées à lancer. Il en reste pas mal. On demande des nouvelles de MF58. Alors, MF58 est actuellement en temps de club, donc son lancement ne saurait tarder.
également de MF79 qui demande à quelle heure ils vont lancer. Ils sont actuellement en attente de créneaux de tir. Il y a un petit peu la foule et la bousculade à l'Attente Club actuellement. Donc c'est un petit peu embouteillé, mais ça ne saurait tarder. Surtout qu'on est dans les derniers jours du Safe Space, donc C'est ça. tout le monde veut pouvoir être lancé, j'imagine. Les créneaux de vol s'arrêtent demain midi, donc effectivement, c'est un petit peu la bousculade. On va demander ce qu'ils en pensent à nos invités qui nous ont rejoints en plateau durant la vidéo, Mathieu et Bastien. Bonjour. 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 Donc, vous êtes de l'équipe Nyx, c'est ça? Exactement. Donc, c'est Ursula, si tu te souviens, c'est l'équipe Nyx, c'est l'une des 2 fusées nocturnes d'hier soir qui a lancé avec de nombreuses LED dessus. Beaucoup de LED. Combien vous aviez de LED? On avait près de 530 LED 530 pour LED. illuminer la nuit. Donc ça nous a permis d'observer le vol de la fusée qui a fait une belle parabole et également de pouvoir voir l'accélération en temps réel puisqu'on embarquait des accéléromètres qui permettaient donc de savoir, avec retransmission sur les LED, de savoir finalement quelle était la force subie par la fusée. Mais c'était en tout cas, ça a bien marché, je crois, parce que j'ai vu les LED changer de couleur. Je ne sais pas si tu t'en souviens, toi aussi. Oui, c'était magnifique. C'était très beau à voir. Donc vous avez lancé de nuit. On a vu un petit peu sur la vidéo toutes les contraintes et tous les enchaînements, les différents stades pour lancer, pour un lancement classique de jour. Vous avez déjà fait des lancements de jour par le passé? Oui, alors c'est notre deuxième fusée. L'année dernière, nous avons eu l'occasion de lancer une Fusex qui était un petit peu plus rapide, notamment puisqu'elle était supersonique. Et donc la différence vis-à-vis des lancements de nuit par rapport au lancement de jour, c'est le fait que tout simplement il faut avoir des frontales pour ne pas se faire une cheville par exemple sur le terrain de lancement des mini-fusées. Et sinon, globalement, la procédure reste la même. Globalement, on met en rampe de manière plutôt classique et ensuite on retourne au pupitre de manière comme pour les MIF de jour finalement. Alors c'est vrai que le terrain est très accidenté, hein, on le voit même ici sur ce plateau. Donc là, effectivement, en minif de nuit, c'est dangereux parce que déjà la visibilité est réduite. À part ce problème de visibilité, est-ce que vous avez eu d'autres problèmes peut-être plus de stress à la mise en œuvre? Parce qu'une fois revenu au pupitre, vous ne voyez plus votre fusée, vous ne voyez pas forcément comment elle se comporte. Il peut y avoir peut-être une ouverture de la trappe parachute en rampe qui n'est pas visible de nuit. Est-ce que pour vous, c'était plus stressant de lancer de nuit que de jour? Alors c'est vrai que ça change pas mal, hein, parce qu'il faut imaginer que de nuit, on ne voit que les projecteurs qui illuminent la rampe et rien d'autre autour. Donc on ne sait pas s'il y a eu un petit problème, on ne sait pas s'il y a quelque chose qui a changé. Donc on a vraiment les yeux rivés sur la fusée sans vraiment la voir. Et c'est qu'au décollage qu'on est vraiment fixé sur notre sort. En tout cas, tout le travail de nuit, moi j'ai trouvé ça magnifique à regarder. Vous avec les frontales près d'une rampe illuminée, c'était beau à voir en tant que spectateur. Après, d'un côté pratique, je pense que c'était autre chose, mais Effectivement. C'est vrai, j'ai trouvé ça féerique, moi. Ça m'a rappelé alors ma jeunesse Tintin, la fusée spatiale avec le lancement de nuit qui s'effectue avec les lumières qui sont un petit peu fantastiques. Je ne sais plus sur les fusées Ariane, il y a eu des tirs de nuit ou c'est systématiquement de jour? Ah non, il y a eu beaucoup de tirs de nuit. L'heure de lancement est déterminée par tout simplement l'orbite qu'on souhaite atteindre. Donc oui, il y a de magnifiques vols de nuit. Et au contraire, il y a eu beaucoup plus de vols de nuit que de vols de jour, à ma connaissance. Et les deux sont magnifiques. Oui, c'est vrai. Mais alors, par exemple, ce que disaient Mathieu et Bastien sur des contraintes supplémentaires en vol de nuit, vous avez, je pense, Mathieu et Bastien, pardon, assisté au lancement d'Ariane 6 au cours de la campagne. Est-ce qu'il y a ces mêmes enjeux de sécurité différents? Alors, il y a les mêmes enjeux de sécurité, à la différence près que finalement, à Kourou, on préfère les vols de nuit. Tout simplement parce qu'il y a un long temps de remplissage. Et donc, généralement, pour les vols de nuit, on commence les opérations de jour. Et en fait, la nuit commence à tomber au moment où plus personne n'est dans la zone et où finalement on est en sécurité totale et le lanceur est seul avec ses installations seules pour remplir la fusée de ses ergols. Donc on a une préférence pour les vols de nuit, ça permet les opérations de jour dans une matinée complète. Alors que les vols de jour, Oui. les opérations commencent la nuit. Voilà. D'accord, ok. Alors, nous, on a une chronologie qui n'est pas aussi longue en mini-fusée. Est-ce que quand vous avez commencé votre projet au début d'année, vous étiez décidé sur lancer de nuit, c'était votre objectif et vous avez trouvé une fusée qui réponde à cette exigence, ou est-ce que vous aviez envie de faire cette expérience et du coup, ça s'est imposé comme un vol de nuit?
Alors, pour expliquer la jeunesse du projet, dans notre association, en général, c'est les premières années donc, qui font une FUSEX et les deuxièmes années qui sont un peu plus libres et qui choisissent de leur projet. Et donc, nous, après avoir fait une FUSEX en première année, on est passé en deuxième année et on s'est dit qu'on allait faire une mini-fusée pour passer moins de temps plutôt que faire une FUSEX, mais donc faire une mini-fusée qui est quelque chose, une feature amusante. Et ayant vu la fusée de Leofly de l'année dernière qui a aussi tiré de nuit, c'est comme ça que ça nous est venu l'idée de faire une fusée de nuit. Donc c'est avant tout l'idée de faire une fusée de nuit qui est venue à nous plutôt que de faire une fusée qui était éclairée par des LED. Un bel exemple d'inspiration et de transmission finalement, d'une année sur l'autre. Oui, tout à fait. C'est important de retrouver ça, d'avoir des inspirations des autres projets et d'avoir une vraie entraide. Alors malheureusement, je crois que votre projet n'a malheureusement pas fait un vol nominal, malgré que le vol ait été très beau. Alors effectivement, on a obtenu une parabole un peu trop parfaite, on va dire ça comme ça. Et donc on va pouvoir voir la fusée tout à l'heure, mais je crois qu'effectivement elle est un petit peu enfoncée dans le sol à l'heure actuelle. Et est-ce que vous avez su qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi est-ce que vous avez eu un vol balistique? Alors malheureusement, toujours pas justement. Le parachute ne s'est pas déployé, donc a priori la porte ne s'est pas ouverte. Mais tant que la fusée est encore dans le champ, ce qui est le cas encore maintenant, on ne peut pas faire donc le diagnostic post-vol et en déduire et en tirer des leçons de nos erreurs finalement. Est-ce que c'était un risque que vous aviez anticipé, une faiblesse peut-être de la fusée, une crainte de ce problème-là, ou c'était une technologie que vous maîtrisiez, qui était normalement sans accroc? Alors tous les vols simulés avaient montré que le système marchait plutôt bien, donc on était assez étonnés de ne pas voir le parachute s'ouvrir et permettre le ralentissement de la fusée. Maintenant, il faut avouer que le déploiement de ce parachute, c'est toujours le système qui peut coincer dans une fusée. Le reste des systèmes est généralement un petit peu moins critique quant à la survie de la fusée à son vol. Ah, c'est sûr que c'est vraiment, on va dire, l'expérience, et c'est le dispositif de sécurité de récupération de la fusée. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Ursula, si tu veux conclure par ton impression sur cette journée VIP. Eh ben, c'est une formidable journée de partage et de rencontres. Et ça, merci à toutes les équipes qui participent à ce Safe Space cette année. J'espère que ce sera suffisamment inspirant pour que de nouvelles équipes viennent l'année prochaine. Ouais, tout à fait. On espère bien avoir toujours autant d'équipes aussi motivées et des projets aussi beaux. Donc merci à vous, Mathieu Merci et beaucoup. Bastien, d'avoir Merci. accepté notre invitation sur ce plateau. Merci à toi, Ursula, d'avoir donné de ton temps pour nos téléspectateurs et pour nous. Et merci à toi, Valentin. Pas de souci, c'est avec plaisir. Je vous remercie également vous, tous nos téléspectateurs et nos followers qui sont de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à rameuter toute la famille et tous les amis. Je remercie encore une fois l'équipe technique que vous ne voyez pas et sans qui rien ne serait possible, l'équipe de rédaction, la logistique et tous les autres postes de ZAS, de Basse-Vie et j'en oublie. Quant à moi, je vous dis à demain, si vous le voulez bien, pour le dernier épisode de La Méridienne. N'hésitez pas à suivre les vols de cet après-midi qui s'annoncent nombreux et je vous souhaite de bons vols.